Bonjour à tous, très chère communauté, très chers abonnés, très chers visiteurs. Si vous êtes parti de la dernière catégorie, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir à la chaîne et puis ça permet de nous encourager à poursuivre ce petit programme qui, je l'espère, va vous apporter plein d'infos. Aujourd'hui, on va poursuivre notre série de vidéos sur le bilan de notre véhicule qui fête ses 1 an et ses 18 000 km. On a fait le bilan économique la dernière fois, on a regardé combien ça nous avait coûté de rouler avec, combien on a économisé par rapport à notre ancienne voiture. Là aujourd'hui on va parler des équipements de la voiture, de son habitabilité, de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît moins sur la voiture. Et la dernière vidéo sera consacrée à l'agrément de conduite et toute la partie planification, tout performance, confort, confort dans la phase de roulage. Mais donc aujourd'hui, focalisons-nous sur la partie véhicule, le véhicule en lui-même. On va commencer par les points positifs. Donc on venait d'une Passat Break, Passat B7, donc c'était déjà une sacrée mule au niveau capacité de charge, d'emport. On en plaisantait, mais n'empêche que c'était une réalité, donc c'était pratique pour nous parce que quand on voyage, ça permet de mettre pas mal de bagages. On voyage pas fréquemment avec des voitures radiocommandées, des choses comme ça, donc c'est des petits bonus qu'on peut se permettre de transporter, y compris sur des grands trajets. Donc c'est un luxe en fait, et on n'a pas besoin d'imaginer un coffre de toit, une remorque et tout pour partir en vacances, entre le frunk qui fait une centaine de litres et puis à l'arrière, quand on enlève la plage arrière, je sais pas combien on est de litres, mais on est bien au-delà des 500, plus le sous-coffre, etc. Bon, donc c'est au niveau capacité d'emport, c'est monstrueux ce qu'on met dedans. Et l'espace intérieur, il est ultra confortable pour tout le monde, à l'avant et à l'arrière, et spécialement à l'arrière. C'est vrai que c'est notable. Là pour le coup, on a aussi un gain de place aux places arrière. Le confort des fauteuils est bon. Alors il est très bon à l'avant, il est correct à l'arrière. Les places arrière sont un peu plus dures, mais nos passagers arrière sont un peu moins exigeants. Donc ça tombe bien. Mais en tout cas, ils ont tout ce qu'il faut comme confort. La banquette, le fait qu'elle puisse s'incliner, voilà, ça ajoute quand même un petit complément de confort aussi. Donc confort des places arrière, rien à dire. Le confort général de la voiture, pour notre usage, il est très bon. On a accès donc sur la modèle Y et par extension à la modèle 3 à un certain nombre d'options qui sont plutôt destinées à des finitions plus premium. On parle des sièges électriques avec pas mal de réglages quand même. Réglage de l'assise, réglage du dossier, réglage lombaire, donc qui sont électriques avec mémoire de profil. Et donc voilà, on peut configurer. Donc là on a 2 profils configurés. Et quand on rentre dans la voiture, quand on ouvre la voiture avec son téléphone, la voiture se souvient c'est qui a ouvert la voiture et va préconfigurer le siège au profil du conducteur. Donc ça c'est cool. Et effectivement plutôt réservé aux marques plus premium ou en option, en tout cas la plupart du temps. Le seul truc qui va manquer, c'est le rétroviseur intérieur, qui lui n'est pas réglable à ce niveau-là. C'est dommage. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que compte tenu de la visibilité arrière qu'on a sur le rétroviseur, ce serait peut-être une piste à creuser, mais qu'on ait plutôt qu'un miroir, un afficheur, qui réglerait le problème du profil utilisateur pour la partie rétroviseur. Pour rester dans le thème des options qu'on trouve plutôt sur les voitures premium, ou en tout cas avec des niveaux d'équipement à option, on peut signaler quand même que sur cette voiture et sur toute la gamme, on a des sièges chauffants avant et arrière. Alors maintenant ils sont en plus ventilés sur la modèle 3, je crois pour l'avant au moins. Et alors si on doit pondérer ça, effectivement on peut pas régler, il n'y a pas de réglage à l'arrière, donc il n'y a pas d'interface avec l'utilisateur à l'arrière pour qu'il règle ses propres sièges. Chose qu'on a également compensée en programmant un sexy bouton à l'arrière pour qu'ils puissent régler eux-mêmes l'allumage et le réglage selon les 4 niveaux du chauffage des sièges arrière. Donc option pas indispensable, mais quand même intéressante. Pour le coup, à titre personnel, plus que les sièges chauffants dont j'ai pas spécialement besoin, moi l'option que je trouve très agréable, que j'avais pas avant et qui manquait, c'est le volant chauffant. Où là pour le coup, quand il fait froid en hiver, attraper un volant qui lui est chaud,
ça permet d'éviter de se geler les mains. Donc c'est plutôt, ça c'est une belle option aussi, pareil. Et alors il y en a qui disent que Tesla, ouais, c'est une marque premium, machin, tout ça. Bon, sur certains aspects, ils se permettent d'embarquer des options premium, des options qu'on trouve sur des marques premium. On parlait des sièges chauffants, sièges électriques, les assistants, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont cool à ce niveau-là. Là où c'est pas premium, c'est la gestion des ventilations à l'arrière. Parce que à l'arrière, en fait, ils ont juste de quoi régler gauche-droite. Mais il n'y a même pas de possibilité de régler le débit. Alors on parle même pas de régler la température, ni un réglage gauche-droite, on n'en est pas là. Mais ne serait-ce que pouvoir couper ou réduire le débit, ce serait c'est une petite molette en général qu'on trouve sur la plupart des petites grilles de ventilation. Donc voilà, ça existe depuis quelques dizaines d'années. Ils auraient pu prévoir ça quand même sur la grille arrière. À coup sûr, ça existe en après-vente, mais voilà, c'est pour éviter quand même de finir ce type de choses sur la voiture. Ça existe ? Je sais pas. Ça peut exister ? Parce que si ça existait, faut le faire installer. Bon. Si vous savez, si vous avez déjà commandé, si vous avez une solution plutôt à ça, n'hésitez pas à aller partager votre petite expérience là-dessus. Bon, sachant que derrière, c'est pas l'enfer non plus, ils s'en plaignent pas trop, mais voilà, il y a juste de quoi régler le haut bas, gauche droite, mais il n'y a pas moyen de couper. C'est triste. Bah si, je me suis déjà plaint plusieurs. L'élément technologique qui aurait été sympa et attendu sur ce type de voiture, c'est peut-être quand même un afficheur tête haute. Un affichage tête haute de la direction, de la vitesse, enfin de la navigation et de la vitesse. Bon, on trouve ça sur à peu près toutes les voitures maintenant. Enfin, pas toutes les voitures, non. En option sur beaucoup de voitures. Voilà, il y a cette philosophie de ne pas proposer d'options, quasiment pas chez Tesla, et tout embarquer dans le package de série. Ça c'est quand même, ça aurait été pas mal quand même de compléter l'écran par cet affichage tête haute, plutôt que d'ajouter un autre écran comme ça se fait sur la Model S. Le gros son, donc le gros son. Alors j'ai pas les specs en tête du nombre de haut-parleurs qu'il y a dans cette voiture. Enfin, il y en a un peu partout. Il y en a dans les portières. Dans les portières en bas, dans les portières au milieu, il y en a au niveau des montants hauts, il y en a au niveau de l'avant du pare-brise, il y en a à l'arrière, il y a un caisson, je sais pas où, un ou plusieurs caissons parce que il y a quand même de bonnes basses. Donc en fait la qualité audio, alors moi je suis pas un audiophile donc je suis pas capable de l'évaluer ni de la comparer avec d'autres véhicules que j'aurais pu tester par ailleurs, mais elle est quand même réputée très bonne la qualité audio de la Tesla, tant par la qualité que par la puissance. Donc voilà, c'est quand même notable. Qui a une dotation audio qui est plutôt bien. Bon, après tout ça pour écouter des choses du Spotify ou la radio, mais voilà, en tout cas il y a une bonne intention sur la qualité. Donc on va mettre la partie l'écran central comme étant un avantage, comme étant un point fort de la voiture, dans le sens où l'expérience, une fois que vous êtes adapté à cet écran central, en fait vous pouvez changer de Tesla, voilà, vous ne serez pas dépaysé. Et au début, on avait une appréhension sur le côté affichage de la vitesse. On se posait la question de qu'est-ce que ça va raconter, est-ce qu'on ajoute un accessoire. Donc on n'a pas voulu installer d'accessoires complémentaires en après-vente. On est plutôt parti sur le support de téléphone sur lequel on aurait affiché Waze en complément pour la vitesse. Bon, en vérité, on s'habitue bien, un an après ça pose plus de vrais problèmes, et même bien plus tôt que ça, ça prend quelques jours à s'acclimater. Et comme je l'ai déjà expliqué, le fait qu'on roule beaucoup plus avec les assistants, à savoir qu'on met des consignes de vitesse, et qu'effectivement c'est pendant cette période là où on va quitter un peu plus la route des yeux, le temps de régler la vitesse, mais une fois qu'elle est réglée, on laisse faire les autopilotes, le régulateur adaptatif, et tout se passe pour le mieux. La cartographie, faut aller la consulter sur l'écran. Alors on verra, il y a une mise à jour qui est en train d'arriver là. La disposition devrait changer un petit peu. Enfin en tout cas nous on est encore sur la cartographie, plutôt sur la partie droite de l'écran. Et donc bon, ça gêne pas, on s'y habitue, ça pose pas de soucis particuliers. Donc moi ce que je trouve sympa, c'est de se dire que l'expérience d'un véhicule à l'autre, et au fur et à mesure des évolutions de Tesla, en fait, ne change pas. C'est-à-dire que demain, on en rachète une, l'expérience sera globalement la même, et l'acclimatation sera globalement aussi rapide.
Donc ça, je trouve que c'est un certain avantage. Après, pour ceux qui cherchent de la nouveauté, la nouveauté arrive par les mises à jour. Donc elles ne vont pas arriver par un changement de l'ergonomie, par un changement dans les façons de faire. Après, sur l'écran, il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est un parti pris, donc voilà, ça déstabilise les nouveaux conducteurs forcément au début. Et je pense que nous, on bénéficie encore des commodos, donc on fait pas trop les malins, parce qu'on a encore de quoi, voilà, on a encore une conduite un peu traditionnelle sur les aspects clignotants, essuie-glace et phare. Bon, ça pourrait changer dans les années à venir, donc ou au contraire, il pourrait être amené à devenir de force au commodo d'ailleurs. Alors on était en train de lister les défauts et on m'a soufflé dans l'oreillette que un des défauts c'était que le toit ouvrant qui ne s'ouvrait pas. Donc on va plutôt parler du coup du toit panoramique qui n'est que panoramique et qui s'ouvre pas. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche d'autre? Le fait qu'il s'ouvre pas, bon pourquoi pas, sachant que la précédente elle avait un toit qui s'ouvrait et on l'a quasiment jamais ouvert. Compte tenu du nombre de kilomètres qu'on a fait, on n'a pas dû rouler beaucoup plus de 30 km avec le toit ouvrant ouvert, donc il a passé son temps fermé. Donc je dirais que l'intérêt du toit ouvrant il est mitigé. Après, là où il y a un vrai intérêt, ce serait d'avoir un rideau pour occulter les jours de grand soleil. Voilà, bon bah aujourd'hui on comble ça par un rideau démontable qu'on installe en été, au mois de juillet-août quand on voyage et que c'est l'été. Voilà, bon le reste de l'année on ne le met pas et on est quand même très bien. La température monte vite quand même, parce qu'aujourd'hui il fait 18 degrés dehors, elle est restée au soleil. Tout à l'heure quand on l'a reprise, ça indiquait 43 degrés dedans. Donc bon, ça reste une voiture, ça chauffe dur. Dans les avantages de la voiture, les gros points forts de la voiture, c'est l'application. Alors l'application elle sert à plein de choses. Plein de choses inutiles et puis plein de choses fortement utiles. On se sert fréquemment de la partie climatisation. Lancement de la clim à distance, donc voilà, quand on sait que la voiture est restée au soleil, on va lancer la clim un petit peu avant. Quand on sait que la voiture est restée au froid, on va lancer le chauffage un tout petit peu avant. Donc voilà, ça fait partie des éléments de confort, hein. C'est nullement indispensable, mais c'est sympa quand même. On a aussi, dans ce qui sert pas mal, c'est tout le pilotage de la recharge. C'est-à-dire que quand on est à la maison sur une prise, on peut régler assez finement à quel ampérage on veut charger. Donc ça veut dire que si jamais on est un peu limite parce qu'on est en hiver, qu'on sait qu'il y a le chauffage qui va être lancé, qu'on a une machine à laver qui tourne, etc. Si on veut pas faire sauter les plombs ou risquer de le faire, et bon, on règle la puissance de charge. De la même manière, si on a le temps, ça sert à rien de charger fort, on prend notre temps pour charger. Et en particulier, c'est vrai quand il y a des jours où on va partir, où on la charge à 100%, on va attendre, on va étendre la plage de charge sur la plus longue durée possible. Qu'est-ce qu'il y a comme autre appli qui sert? Donc il y a la partie le déclenchement de Sentinelle. Donc le Sentinelle, on ne l'active pas tout le temps. On va l'activer quand à l'occasion, on le déclenche systématiquement depuis l'application. Donc après, c'est quasiment la seule interface qu'on ait avec notre compte Tesla. Donc c'est par là qu'on passe pour tous les achats ou les conversions de points de parrainage en kilomètres. Donc chose qu'on fait depuis que très récemment, mais qu'on fait quand même. Voilà, donc elle est bien fichue, elle évolue de temps en temps aussi. Voilà, c'est nickel. Je vais pas enfoncer des portes ouvertes en reparlant des essuie-glaces quand même. Enfonce pas des portes ouvertes alors. J'enfonce toujours pas. C'est mieux, j'ai l'impression, parce que là on roule, il y a plein de moustiques et ça s'est pas trop déclenché. Ça se déclenche pas aux moustiques quand même. Ça se déclenche quand elle a quelque chose devant la caméra. Ouais. Bon, ils se sont déclenchés quand même plusieurs fois à l'aller, sur le trajet. Et donc là, la grosse plus-value quand même qu'on a par rapport à avant, c'est qu'en mode autopilote, suite à une mise à jour relativement récente, on est capable d'arrêter les essuie-glaces, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire qu'avant, là on est en train de rouler soleil en face, ce qu'elle aime pas trop. Donc il y a de grandes chances qu'elle aurait déclenché occasionnellement les essuie-glaces, sachant qu'on roule là en autopilote, donc ça aurait été gênant. Donc là, on n'est plus gêné. Donc ça progresse, c'est toujours délirant, mais il nous donne un petit peu plus la main dessus pour les déclencher quand c'est nécessaire et pour les arrêter quand ça l'est pas.
Donc ça veut dire qu'on a des essuie-glaces manuels. Bon, j'ai déjà détaillé pas mal, que je trouvais pas ça tellement admissible qu'on en soit là. Donc voilà, je remets pas le couteau dans la plaie. Dans les points qui étaient mitigés à l'origine et qui ont progressé, et c'est encore une des forces de cette marque, c'est que j'ai longtemps cru qu'on n'aurait jamais d'amélioration de l'éclairage, feu Matrix LED et tout. Et ben ils sont Matrix LED maintenant et adaptatifs. Donc ça veut dire que quand il fait nuit, il se débrouille tout seul pour gérer pour ne pas éblouir les véhicules qui viennent en face. Donc ça c'est une belle progression quand même, hein, parce que c'était pas gagné, c'est resté plusieurs années comme ça en développement. Donc je pense qu'ils ont dû mettre la pression au petit stagiaire qui était... Voilà, il devait finir son stage fin décembre. Il m'a dit, faut que tu finisses là, c'est pas possible. Donc je crois qu'ils l'ont sorti, je me demande si c'est pas avec la mise à jour de décembre que c'est arrivé ça. Non, c'est plus récent, non. La mise à jour de décembre c'était le stationnement. Je sais plus, bon, en tout cas c'est assez récent. La partie stationnement, modélisation de l'environnement a quand même fortement évolué. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas ridicule, qui prend en compte plein d'obstacles, qui donne des bonnes indications quand même de proximité. Bon, voilà, est-ce que ça fait aussi bien que les autres? Je suis pas convaincu, quoi. Il y a encore à progresser là-dessus. Est-ce que ça y arrivera un jour? J'en sais rien. En tout cas, c'est moins ridicule que ça ne l'était. On n'a pas trop tapé, hein, en 18 000 km. Je pense même pas qu'on ait touché. Si, bon, une petite touchette au pare-choc sur du stationnement, mais c'était, voilà, c'était anecdotique et c'était pas sur une manœuvre de je rentre. Voilà, c'était juste par rapport à la distance arrière. On peut parler du jusqu'au boutisme de Tesla en constatant que l'ouverture des portes est une ouverture électrique sur les 4 portes. Donc vous avez un petit bouton qui vous permet d'ouvrir la portière. Ce petit bouton là, vous en avez un, vous avez de la chance, vous en avez un sur chaque porte. Vous pourriez utiliser l'application pour ouvrir les portes. Bon là en l'occurrence non. Et alors c'est parfait à l'usage, hein, c'est juste faut briefer ceux qui rentrent dans la voiture pour la première fois, qu'ils soient pas en panique de ne pas trouver de poignée, de levier à tirer. Bon, dans le principe il n'y a aucun souci, ça fonctionne bien. C'est juste que d'un point de vue de la sécurité à l'arrière, il n'y a pas d'ouverture de secours. Alors sachant qu'à l'avant donc il y a une poignée d'ouverture de secours, ouverture mécanique de la portière que vous n'avez pas à l'arrière. Bon, alors c'est quand même dans des cas très très particuliers où il faut évacuer la voiture après un accident, où il y a une coupure de l'alimentation, etc. Bon, c'est le gros crash quand même. Sachant qu'il existe quand même des véhicules qui n'ont pas de portière à l'arrière, mais qui n'ont que 3 portes. Donc voilà, il faut quand même pas se positionner dans le pire des scénarios, mais voilà, ça aurait pu être bien. Et ça a existé, alors je sais plus si c'est sur la modèle 3 ou sur certaines modèles Y, mais il y a une sorte de tapis sous le poche arrière, et au fond de ce tapis, il y a une sangle que vous pouviez tirer et qui déverrouillait mécaniquement la porte. Donc s'il y a eu, c'est dommage qu'il n'y ait plus. Autre avantage, la partie l'exploitation des caméras. Donc elles servent pour l'autopilote, ok, super. Ça sert aussi pour Sentinelle quand vous êtes stationné. Si vous n'êtes pas à l'aise vis-à-vis de l'endroit où vous êtes stationné, vous pouvez laisser mettre Sentinelle. Semble-t-il, une mise à jour est en train de se déployer qui réduit fortement la consommation. Donc voilà, on sera un peu moins ennuyé de mettre Sentinelle et de perdre de 5 à 10% de charge par jour de Sentinelle. On sera peut-être tenté de laisser tourner un petit peu plus Sentinelle. Après, il faut dérusher, hein, Sentinelle. Quand vous avez laissé tourner toute la journée Sentinelle, il y a tous les petits clips à regarder, voir si c'est vraiment passé quelque chose. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Si vous avez été vandalisé, c'est bien d'aller chercher le contenu des clips, sinon il faut les effacer. En dehors de Sentinelle, il y a aussi un système finalement de dashcam intégré. Et ça c'est un élément qui est quand même très rassurant en cas d'accrochage, en cas d'accident. D'une part, parce que ça permet de refaire le match. Et d'autre part, s'il y a un délit de fuite, s'il y a tout élément de ce type-là, et alors soit il y a eu déclenchement d'airbag, de machin, auquel cas bon, le clip est d'office sauvegardé, soit un coup de klaxon, ça sauvegarde d'office le clip, soit vous appuyez sur la caméra,
sur le petit logo Sentinel, enfin de dashcam, et ça vous enregistre le clip. Quand je dis le clip, c'est le clip avec toutes les caméras possibles. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir une bonne vision de l'ensemble de la situation. C'est un point positif. En un an, est-ce que la voiture a vieilli? Oui, elle a dû consommer des pneus, ça se voit pas beaucoup. Enfin, on n'a pas une consommation anormale au niveau des pneus. On a crevé une fois. Bon, c'était la première fois que ça nous arrivait de crever de cette façon-là depuis que je roule. Donc on s'est pris une vis. Donc on a réparé nous-mêmes. Donc effectivement, dans les coûts qu'on évoquait tout à l'heure, coût d'entretien, c'est quand même un remplacement que j'ai fait moi-même. Alors je pense que ça m'a coûté plus cher que d'aller chez Norauto, hein, le fait de le faire moi-même. Dans la mesure où il a fallu quand même s'outiller et s'équiper donc des kits de réparation qui allaient bien. Donc voilà, je suis autonome, mais à un certain prix quand même. J'avais pas le cric, j'avais pas la clé dynamométrique, j'avais pas. Bon, il manquait des trucs quand même. Donc on va dire que c'est une première mèche qui m'aura coûté cher. Les prochaines devraient me coûter un peu moins cher si ça continue ça se reproduit. Le vieillissement de la voiture d'une manière générale, donc elle a qu'un an, hein. Donc c'est délicat de mesurer un vrai vieillissement. La seule chose que je peux dire, c'est que extérieurement, elle a beaucoup stationné dans un parc, enfin voilà, à l'abri, donc elle n'était pas dans la rue, donc elle n'a pas été abîmée beaucoup, voire pas du tout, du fait qu'on l'ait garée dans la rue, donc on s'en sort bien à ce niveau-là. On a dû se prendre un caillou sur autoroute, donc en fait on a un petit enfoncement sur le capot. Voilà, bon, c'est un petit enfoncement qui n'a pas fait sauter la peinture, donc voilà, c'est le seul POC qu'on ait sur la voiture. C'est comme ça, elle en verra sûrement d'autres dans sa vie, donc voilà, en tout cas c'était le premier. Pas de griffure, pas de rayure, pas de coup de portière, on s'en sort pas mal. La peinture, moi je note pas de défaut particulier de qualité. Voilà, puis elle est toute belle quand une fois qu'elle est nettoyée, ça brille comme quand c'était neuf, donc voilà, il n'y a pas de vieillissement à ce niveau-là. L'intérieur, ma foi, c'est le même constat. Alors j'ai vu passer des choses sur les forums, sur certains groupes qui disaient qu'il y avait des problématiques de décoloration des bois, si tant est que ce soit du bois. Voilà, un changement de couleur entre le bois côté portière et le bois côté tableau de bord, qui n'était pas sorti du même moule. Bon, là chez nous on l'observe pas, donc c'est resté où ça se décolore uniformément, on pourra dire ça. Mais voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc les plastiques bougent pas, l'espèce d'Alcantara bouge pas, le ciel de toit bouge pas, on ne l'a pas sali pour l'instant, donc on s'en sort bien. Voilà, on n'a pas à se plaindre des finitions, en tout cas d'origine et puis dû au vieillissement. On n'a pas non plus de petits bruits, des petits rossignols, des petits machins qui seraient apparus sur ces 1 an. Donc pareil, à ce niveau-là, moi j'ai pas grand chose à dire. Je reproche rien à cette voiture, surtout cet aspect petit bruit. Les cuirs ou le faux cuir qui équipe cette voiture, ça peut, voilà, bon, nous on a eu soit des voitures avec des sièges en tissu, soit avec du vrai cuir. Bon, là c'est du faux cuir, du vinyle, du sky, vous l'appelez comme vous voulez. Ça vieillit bien, en tout cas on n'a pas noté de marque particulière de fatigue, d'usure, de plis, de machin, donc c'est quasi comme neuf, donc au bout de ces 1 an, donc c'est plutôt cool. On a trouvé un produit sympa, parce qu'on avait mis des marques de crème solaire dessus, donc et pour le coup là elles avaient du mal à partir. Donc on a trouvé un produit qui a super bien nettoyé et puis qui remet le cuir ou le revêtement comme neuf, sans pour autant le faire briller, donc un machin qui ne doit pas avoir de silicone dedans. Donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là non plus. Les tapis, les machins, bon ça bouge pas, encore une fois, voilà, ils s'entretiennent bien, il n'y a pas de souci particulier. Au niveau des accessoires, donc on a complété pas mal la dotation à l'origine de la voiture pour améliorer le confort, pour la finir. Alors est-ce que c'est normal de finir une voiture qu'on a payé déjà relativement cher? Je dirais que ça me choque pas trop compte tenu de la maturité de la marque en fait. Voilà, c'est une marque qui est jeune. Donc c'est pas délirant qu'il y ait des petites choses à compléter au niveau du confort. En tout cas, c'est des petites choses qu'on peut excuser. Première chose qu'on nous avait conseillé d'installer, c'est en bas de portière arrière,
un petit bout de PPF qui évitait les projections le gravillonnage des portières et voilà le fait d'abîmer la peinture. Ce PPF, il n'a pas bougé, donc ça fait 1 an qu'il est posé. Il n'a pas bougé, je pense qu'il se décollera pas, il se détériorera pas, on le voit à peine. Ça fait le job. J'ai pas noté du coup de gravillonnage de notre peinture, alors ça aurait pu taper ailleurs que sur le PPF. Hein. Donc pour l'instant ça reste clean. Est-ce que les peintures grises berlinoises sont meilleures que les noires et autres peintures qui viendraient de Shanghai? J'en sais rien. En tout cas au niveau peinture, nous on n'a pas de problème particulier et le PPF il y a peut-être contribué. Voilà, ensuite on a installé des bacs de rangement. Bon ça je vais pas revenir dessus, c'est bien pratique. Il y a d'énormes espaces de rangement dans la voiture, mais ils sont pas tous très accessibles. Bon donc après les bacs de rangement, donc on en a parlé, il y a des grands espaces de rangement, effectivement c'est pas mal d'arriver à ordonner ça avec des bacs de rangement, donc ça c'est un bon achat, je vous le recommande et c'est très pratique. On a également, c'est ça dont je me sers, alors je l'ai mis du côté passager cette fois-ci, mais on a un support de téléphone qui est assez pratique pour y mettre Waze ou pour vous parler comme ça et d'avoir moyen d'avoir un point fixe à la voiture. Et donc c'est assez pratique, mais d'une manière générale il sert plutôt à y mettre un complément de navigation à la voiture. Et enfin donc on a ajouté des appuis-têtes qui apportent du confort aussi, pareil sur les longs trajets. Donc c'était une question qui avait été posée dans les commentaires d'une précédente vidéo. Est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est vraiment confortable? Franchement ça apporte une onctuosité à la nuque qui est vraiment agréable. Donc voilà, je ne peux que vous les conseiller, ces petits accessoires. Après on en a mis d'autres, il n'y en a aucun qu'on regrette vraiment. L'espèce de seuil de seuil de coffre métallique, bon, à la fois il apporte un peu de standing et peut-être que ça protège, sachant qu'on n'a pas transporté beaucoup de matériaux ni de pièces qui risquaient d'abîmer le plastique, mais bon voilà, c'est là maintenant, c'est fait, ça nous a pas coûté bien cher. Alors dernier accessoire qu'on a failli oublier, ces petites grilles qu'on a mis sous les ventilations, sous les sièges conducteurs et passagers. Donc ventilation des places arrière, donc c'est des ventilations qui sont entièrement ouvertes. Et donc le risque c'est de faire tomber des petits objets bruyants, des petites voilà, ça tombe dans les grilles, ça se retrouve entre la batterie et le châssis et bon ça se passe son temps à se balader. Donc on nous avait conseillé, on avait lu des choses là-dessus, donc on a pris des grilles et ça fonctionne bien en tout cas. On sait pas si ça fonctionne bien, mais on n'a rien qui se balade en dessous de la batterie. On va le dire. De toute façon déjà s'ils sont arrivés jusque là, je vais te dire. Bah oui. Oui, évidemment, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes très patient dans ce débriefing. Et là, on débattait au sein même du véhicule. Et du coup, je me permets de vous transmettre ce débat. C'est qu'effectivement, la dashcam est là et elle est potentiellement intrusive. Vous avez une caméra qui vous filme l'intérieur de l'habitacle aussi. Certains ont mis des masques, des cages devant pour pas se faire sanctionner quand ils lâchent le volant, etc. Donc il y a cet aspect-là. Est-ce que Tesla va pas un peu trop loin comment Tesla se sert de ces caméras? Comment potentiellement votre assurance pourrait se servir de ces caméras? Quelle est la limite? Voilà, donc il y a peut-être un effet de double tranchant de ces caméras omniprésentes. Je pense que globalement ça rend plus de service que ça ne fait de tort, mais voilà, si vous avez d'autres opinions, voire d'autres expériences, n'hésitez pas, partagez-les dans les commentaires. Petit point sur la partie obsolescence, valeur résiduelle, etc. Donc en fait on se rend compte que la communauté des gens qui ont acheté des Tesla, pour partie d'entre eux, sont des personnes qui, peut-être comme nous, n'avions jamais acheté de véhicule neuf. Donc on est confronté à une situation qui est qu'on achète relativement cher un véhicule neuf et ce véhicule, il perd de la valeur comme tout autre véhicule. Et certains, peut-être comme nous, on découvre ça, c'est que la voiture qu'on a achetée à une certaine somme, aujourd'hui si on voulait la revendre, elle aurait perdu pas mal de milliers d'euros, certainement trop pour qu'on ne soit pas dégoûté. Quand on l'a acheté, en fait il y avait plutôt une tension sur les approvisionnements, donc on l'a attendu longtemps. On l'a attendu... Même pas 1 mois et demi. Ouais, c'est ça, on l'a attendu à peu près 4 mois. Donc voilà, bon,
on l'a attendu. C'est plus la situation d'aujourd'hui où il y a une semaine ou 2 semaines de délai. Donc on l'a attendu 4 mois et il n'y avait pratiquement rien sur le marché de l'occasion. Et de toute façon, vu que le modèle qu'on a pris là, il n'existait pas encore sur l'occasion, on n'avait pas trop de choix que de le commander à neuf. Donc voilà, c'est aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. C'est que ce sont des voitures qu'on achète relativement cher, je pense, par rapport à ce que c'est, qui perdent donc une certaine valeur dans le temps. Plus il y aura de voitures sur le marché de l'occasion, plus les valeurs résiduelles vont baisser. Donc voilà, c'est à prendre en compte dans votre réflexion aussi. Donc la solution est peut-être de la garder longtemps, pour le coup, pour que cette valeur de toute façon résiduelle finisse par s'amortir. Au bout d'un moment, c'est un peu asymptotique la valeur d'une voiture. Donc voir quelle sera l'asymptote d'une voiture comme la nôtre dans 10 ans peut-être. Donc voilà, il faudra regarder tout ça. D'ici là, on aura peut-être eu l'occasion de faire quelques autres vidéos sur des changements de batterie, changements de moteur et tout ça. Sait-on jamais. Bon, la conclusion. Bon, il y a deux choses à dire. La première chose, ça concerne la voiture. Donc pour ou contre, avantages, inconvénients, on met tout ça dans la balance. Bon, globalement, je pense qu'il n'y a aucune voiture qui est parfaite. Là, on a essayé d'être assez factuel sur ce qui nous plaisait, sur ce qui nous plaisait moins. Parfois, on enfonçait des portes ouvertes. Parfois, on a essayé d'apporter autre chose. En tout cas, voilà, aucune voiture n'est parfaite. Celle-là, elle ne l'est pas non plus. Et pour le coup, on a quand même largement trouvé de quoi être satisfait par ce qui nous est proposé. Donc, l'expérience est très positive au niveau de la voiture. Côté passage d'une voiture thermique à une voiture électrique, donc c'est une expérience qui est nouvelle pour nous malgré tout. On peut en parler que depuis 1 an à peu près. Donc on n'a pas pris trop de risques non plus, hein. On n'a pas été chercher de marques exotiques. On était prendre une Tesla, on en est content aussi de ce passage électrique. Pour nous, ça ne présente pas un gros changement d'habitude. Et donc voilà, l'expérience est positive aussi. Si c'était à refaire, de la même façon, on y trouve plus d'avantages que d'inconvénients. Donc on aurait, je pense, du mal à repartir vers autre chose. Donc, dans les 2 cas, l'expérience est positive et c'était un petit peu ce qu'on voulait vous partager dans cette vidéo. Je suis certain que ça va susciter du débat et je vous invite à débattre, courtoisement, mais à débattre. Tout ça dans les commentaires et puis signaler si ça vous a plu, si ça a apporté une réflexion peut-être nouvelle à vos idées. Ben voilà, mettre un petit pouce, éventuellement vous abonner si vous le souhaitez. On vise toujours d'atteindre un jour les 1000 abonnés pour marquer une étape dans notre petite chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner donc également. À bientôt, au revoir.